Tu vois, me dit-il, les pauvres juifs comme on nous traite. C'est un vieillard, regarde, ils l'ont presque tué. De vrai, le pauvre Iscariote a l'air plus mort que vif. Il passe devant moi, l'œil éteint, le visage défait, ne marchant pas, se traînant. Une forte indemnité est seule capable de le guérir. Aussi ne le mène-t-on pas chez le médecin, mais chez l'agent d'affaires. Il y a beaucoup d'agents d'affaires en Algérie, presque autant que de sauterelles. Le métier est bon, paraît-il. Dans tous les cas, il a cet avantage qu'on y peut entrer de plain-pied, sans examen, ni cautionnement, ni stage. Comme à Paris nous nous faisons hommes de lettres, on se fait agent d'affaires en Algérie. Il suffit pour cela de savoir un peu de français, d'espagnol, d'arabe, d'avoir toujours un code dans ses fontes et sur toute chose le tempérament du métier. Les fonctions de l'agent sont très variées. Tour à tour avocat, avoué, courtier, expert, interprète, teneur de livres, commissionnaire, écrivain public, c'est le maître Jacques de la colonie. Seulement Harpagon n'en avait qu'un, de maître Jacques, et la colonie en a plus qu'il ne lui en faut. Rien qu'à Milianah, on les compte par douzaines. En général, pour éviter les frais de bureau, ces messieurs reçoivent les clients au café de la Grand-Place et donnent leurs consultations. Les donnent-ils entre l'absinthe et le champoreau. C'est vers le café de la Grand-Place que le digne Iscariote s'achemine, flanqué de ses deux témoins. Ne les suivons pas. En sortant du quartier juif, je passe devant la maison du bureau arabe. Du dehors, avec son chapeau d'ardoise et le drapeau français qui flotte dessus, on la prendrait pour une mairie de village. Je connais l'interprète. Entrons fumer une cigarette avec lui. De cigarette en cigarette, je finirai bien par le tuer ce dimanche sans soleil. La cour qui précède le bureau est encombrée d'arabes en guenilles. Ils sont là une cinquantaine à faire antichambre, accroupis le long du mur dans leur beurnouss. Cette antichambre bédouine exhale, quoiqu'en plein air, une forte odeur de cuir humain. Passons vite. Dans le bureau, je trouve l'interprète aux prises avec deux grands braillards entièrement nus sous de longues couvertures crasseuses et racontant d'une mimique enragée je ne sais quelle histoire de chapelet volé. Je m'assieds sur une natte dans un coin et je regarde. Un joli costume, ce costume d'interprète. Et comme l'interprète de Milianah le porte bien, ils ont l'air taillés l'un pour l'autre. Le costume est bleu de ciel avec des brandebourgs noirs et des boutons d'or qui reluisent. L'interprète est blond, rose, tout frisé, un joli hussard bleu plein d'humour et de fantaisie. Un peu bavard, il parle tant de langues. Un peu sceptique, il a connu Renan à l'école orientaliste. Un amateur de sport, à l'aise au bivouac arabe comme aux soirées de la sous-préfète, mazurquant mieux que personne et faisant le couscous comme pas un Parisien, pour tout dire. Voilà mon homme. Et ne vous étonnez pas que les dames en raffolent. Comme dans 10 000 n'a qu'un rival, le sergent du bureau arabe. Celui-ci, avec sa tunique de drap fin et ses guêtres à boutons de nacre, fait le désespoir et l'envie de toute la garnison. Détaché au bureau arabe, il est dispensé des corvées, et toujours se montre par les rues, ganté de blanc, frisé de frais, avec de grands registres sous le bras. On l'admire et on le redoute, c'est une autorité. Décidément, cette histoire de chapelet volé menace d'être fort longue. Bonsoir, je n'attends pas la fin. En m'en allant, je trouve l'antichambre en émoi. La foule se presse autour d'un indigène de haute taille, pâle, fier, drapé dans un beurnouss noir. Cet homme, il y a 8 jours, s'est battu dans le Zaccar avec une panthère. La panthère est morte, mais l'homme a eu la moitié du bras mangé. Soir et matin, il vient se faire panser au bureau arabe, et chaque fois on l'arrête dans la cour pour lui entendre raconter son histoire. Il parle lentement, d'une belle voix gutturale. De temps en temps, il écarte son beurnouss et montre, attaché contre sa poitrine, son bras gauche entouré de linge sanglant. À peine suis-je dans la rue, voilà un violent orage qui éclate. Pluie, tonnerre, éclairs, sirocco, vite, abritons-nous. J'enfile une porte au hasard et je tombe au milieu d'une nichée de bohémiens, empilés sous les arceaux d'une cour mauresque. Cette cour tient à la mosquée de Milianah. C'est le refuge habituel de la pouillerie musulmane. On l'appelle la cour des pauvres. De grands lévriers maigres, tout couverts de vermine, viennent rôder autour de moi d'un air méchant. Adossé contre un des piliers de la galerie, je tâche de faire bonne contenance et sans parler à personne, je regarde la pluie qui ricoche sur les dalles coloriées de la cour. Les bohémiens sont à terre, couchés par tas. Près de moi, une jeune femme, presque belle, la gorge et les jambes découvertes, de gros bracelets de fer aux poignets et aux chevilles, chante un air bizarre à 3 notes mélancoliques et nasillardes. En chantant, elle allait un petit enfant tout nu en bronze rouge et, du bras resté libre, elle pile de l'orge dans un mortier de pierre. La pluie, chassée par un vent cruel, inonde parfois les jambes de la nourrice et le corps de son nourrisson. La bohémienne n'y prend point garde et continue à chanter, sous la rafale, en pilant l'orge et en donnant le sein. L'orage diminue.
Profitant d'une embellie, je me hâte de quitter cette cour des miracles et me dirige vers le dîner de Sid'Omar. Il est temps. En traversant la grande place, j'ai encore rencontré mon vieux juif de tantôt. Il s'appuie sur son agent d'affaires. Ses témoins marchent joyeusement derrière lui. Une bande de vilains petits juifs gambade alentour. Tous les visages rayonnent. L'agent se charge de l'affaire. Il demandera au tribunal 2000 francs d'indemnité. Chez Sid'Omar, dîner somptueux. La salle à manger ouvre sur une élégante cour mauresque où chantent 2 ou 3 fontaines. Excellent repas turc recommandé au baron Brice. Entre autres plats, je remarque un poulet aux amandes, un couscous à la vanille, une tortue à la viande, un peu lourde mais du plus haut goût, et des biscuits au miel qu'on appelle bouchées du cadi. Comme vin, rien que du champagne. Malgré la loi musulmane, Sid'Omar en boit un peu, quand les serviteurs ont le dos tourné. Après dîner, nous passons dans la chambre de notre hôte où l'on nous apporte des confitures, des pipes et du café. L'ameublement de cette chambre est des plus simples. Un divan, quelques nattes, dans le fond un grand lit très haut sur lequel flânent de petits coussins rouges brodés d'or. À la muraille est accrochée une vieille peinture turque représentant les exploits d'un certain amiral Hamadi. Il paraît qu'en Turquie, les peintres n'emploient qu'une couleur par tableau. Ce tableau-ci est voué au vert. La mer, le ciel, les navires, l'amiral Hamadi lui-même, tout est vert. Et de quel vert? L'usage arabe veut qu'on se retire de bonne heure. Le café pris, les pipes fumées, je souhaite la bonne nuit à mon hôte et je le laisse avec ses femmes. Où finirai-je ma soirée? Il est trop tôt pour me coucher. Les clairons des spahis n'ont pas encore sonné la retraite. D'ailleurs, les coussinets d'or de Sid'Omar dansent autour de moi des farandoles fantastiques qui m'empêcheraient de dormir. Me voici devant le théâtre. Entrons un moment. Le théâtre de Milianah est un ancien magasin de fourrage, tant bien que mal déguisé en salle de spectacle. De gros quinquets qu'on remplit d'huile pendant l'entracte font office de lustre. Le parterre est debout, l'orchestre sur des bancs. Les galeries sont très fières parce qu'elles ont des chaises de paille. Tout autour de la salle, un long couloir obscur, sans parquet. On se croirait dans la rue, rien n'y manque. La pièce est déjà commencée quand j'arrive. À ma grande surprise, les acteurs ne sont pas mauvais. Je parle des hommes. Ils ont de l'entrain, de la vie. Ce sont presque tous des amateurs, des soldats du 3e. Le régiment en est fier et vient les applaudir tous les soirs. Quant aux femmes, hélas, c'est encore et toujours cet éternel féminin des petits théâtres de province, prétentieux, exagéré et faux. Il y en a 2 pourtant qui m'intéressent parmi ces dames. 2 juives de Milianah, toutes jeunes, qui débutent au théâtre. Les parents sont dans la salle et paraissent enchantés. Ils ont la conviction que leurs filles vont gagner des milliers de douros à ce commerce-là. La légende de Rachel, israélite, millionnaire et comédienne, est déjà répandue chez les juifs d'Orient. Rien de comique et d'attendrissant comme ces 2 petites juives sur les planches. Elles se tiennent timidement dans un coin de la scène, poudrées, fardées, décolletées et toutes raides. Elles ont froid, elles ont honte. De temps en temps, elles baragouinent une phrase sans la comprendre, et pendant qu'elles parlent, leurs grands yeux hébraïques regardent dans la salle avec stupeur. Je sors du théâtre. Au milieu de l'ombre qui m'environne, j'entends des cris dans un coin de la place. Quelques Maltais, sans doute, en train de s'expliquer à coups de couteau. Je reviens à l'hôtel, lentement, le long des remparts. D'adorables senteurs d'oranger et de thuya montent de la plaine. L'air est doux, le ciel presque pur. Là-bas, au bout du chemin, se dresse un vieux fantôme de muraille, débris de quelque ancien temple. Ce mur est sacré. Tous les jours, les femmes arabes viennent y suspendre des ex-voto, fragments de haïk et de fouta, longues tresses de cheveux roux liés par des fils d'argent, pans de burnous. Tout cela va flottant sous un mince rayon de lune au souffle tiède de la nuit. Fin de Amiliana